bienvenue dans les dossiers de la mémoire, bienvenue au musée central de l'armée nationale populaire. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'indépendance nationale acquise au prix d'un énorme sacrifice consenti par le peuple algérien. Je vous propose de suivre cette rétrospective et on revient juste après. L'indépendance de l'Algérie en 1962 est l'aboutissement d'un long processus de résistance, de lutte politique et d'une guerre de libération. Ces résistances, ces luttes et cette révolution ont été menées vaillamment par des hommes et des femmes contre un ennemi redoutable. Redoutable par ses pratiques infâmes, par ses machines de guerre, par ses appuis et par un lobby colonialiste qui militait sans cesse pour la pérennité d'un système colonial raciste, expansionniste et génocidaire. Mais la puissance supposée de la France coloniale n'a pas découragé les vaillants résistants du 19e siècle qui avaient pour nom l'émir Abdelkader, Al-Muqrani, Ahmed Bey, Lalla Fatma Soumer, les Aatcha et tant d'autres, et les Moudjahides de l'ALN qui ont mené une lutte acharnée jusqu'à l'accomplissement des objectifs tracés avant l'initiative libératrice. En effet, après la période des résistances populaires du 19e siècle, les Algériens avaient pris conscience de la nécessité de poser politiquement la question de l'indépendance de l'Algérie. C'était alors l'émir Khaled qui incarnait au début du XXe siècle un esprit nouveau, celui de toute la jeunesse de sa génération. L'émir Khaled avait clairement revendiqué l'indépendance de l'Algérie dans le mémorandum qu'il avait adressé en 1919 au président américain Wilson, à qui elle avait demandé de poser le problème algérien dans le cadre de la Société des Nations. Durant les années 20, l'indépendance de l'Algérie était considérée comme l'objectif principal du programme d'action de l'étoile nord-africaine. Et après la dissolution de l'étoile, la question de l'indépendance figurait dans le programme de la glorieuse étoile et dans celui du Parti du peuple algérien. La position du leader du Parti du peuple algérien, Messali Hadj, à l'époque, était sans aucune ambiguïté durant les années 30 lorsqu'il avait déclaré au stade municipal d'Alger en 1936 « Cette terre n'est pas à vendre ». D'ailleurs, à partir de cette date, l'istiqlal, al-hurriya, étaient des termes que le peuple algérien avait considérés comme étant liés à l'action du Parti du peuple algérien, mais aussi à celle des ulama et des élus de l'UDMA. Après les massacres du 8 mai 1945, les militants du mouvement national avaient pris conscience de la nécessité d'une lutte armée pour arracher l'indépendance. Lutte qui sera déclenchée le 1er novembre 1954 lorsqu'un groupe de militants s'engage à mener une lutte jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Ils étaient alors fidèles à leur serment jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. L'indépendance de l'Algérie reste aujourd'hui un moment important, non seulement pour les Algériens, mais aussi pour tous les peuples opprimés par les forces coloniales, car elle intervient après le sacrifice d'1,5 million de martyrs. Enfin, l'indépendance de l'Algérie constitue une sorte de mise à nu d'un système colonial qui n'a cultivé que ruine, crime et destruction. Rebonsoir pour donc évoquer ce moment ô combien important de notre histoire contemporaine. J'ai le plaisir de recevoir avec nous la Moudjahida Salih Hadj Fel Sassi. Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'ai le plaisir de recevoir également M. Fouad Soufi, historien et archiviste. M. Fouad Soufi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir et merci encore. J'ai le plaisir de recevoir également M. Bouhalfa Amazit, scénariste, journaliste, chercheur en histoire. Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire, Bouhalfa Amazit. Merci de m'avoir invité. Et j'ai le plaisir de recevoir également le journaliste Sami Kaidi. Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, merci pour cette invitation et je m'approprie cette opportunité pour souhaiter aux Algériennes et aux Algériens une très bonne fête du 5 juillet pour la fête de l'indépendance.
Sidi, donc on commence le débat avec Madame la Moudjahida Saliha Djfel Sassi. Moudjahida, vous avez vécu ce moment en 1962, après cette année de guerre terrible. Comment vous l'avez vécu, cette indépendance, Madame Djfel Eh bien, Sassi? avant de vous dire comment je l'ai vécu, Oui. je vais rebondir sur ce que disait Oui. notre jeune ami, Oui. et vous nous offrez là l'opportunité de présenter nos vœux au peuple algérien. Des vœux de bonheur et de prospérité, de paix et de tranquillité. Ce que malheureusement, le peuple algérien n'a pas toujours vécu. Revenir au 5 juillet 1962, vous savez, il y a une très belle fresque ici. Je ne sais pas si nos auditeurs ou nos téléspectateurs, pour être plus précises, la voient. Mais c'est un reflet de ce que nous avons réellement vécu le 5 juillet 62. Je voudrais néanmoins rappeler que pour le peuple, pour nous, moudjahidines ou non moudjahidines, l'indépendance avait effectivement commencé le 19 mars 62. Dès que le cessez-le-feu a eu lieu le 19 mars à midi, après les accords d'Évian qui ont été signés le 18 mars, c'était terminé pour nous. Pour nous tous, c'était terminé. L'indépendance était là et il semblait qu'il n'y ait plus que quelques légères retouches pour voir enfin tous ces drapeaux que vous voyez ici flotter dans le ciel de notre pays. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Les habitants d'Alger et ceux d'Oran, ceux des grandes villes, ont connu les affres de l'OAS. Je ne veux pas m'étendre sur cela parce que nous aurons peut-être l'occasion d'en rediscuter. Et il a fallu passer par d'autres étapes. Un référendum en France, parce qu'il fallait que la population soit d'accord. Le 8 avril, je pense, le 8 avril 62, 90% de la population française a dit oui pour l'indépendance, entre guillemets, pour eux. Le 1er juillet 1962, c'était déjà une grande fête. Le peuple algérien allait voter. Et déjà là, il y avait ces foules, ces foules qui s'agglutinaient devant les bureaux de vote. Je veux simplement rappeler que pour ce 5 juillet, moi je me trouvais à Sétif. C'est ma ville natale. C'est une ville qui a beaucoup apporté à l'indépendance de l'Algérie, comme beaucoup d'autres villes. Mais elle avait une particularité. Sétif avait regroupé, pendant la révolution de 1954, 3 wilayas historiques. La wilaya 1, la wilaya 2 et la wilaya 3. La wilaya 1 qui représentait les Aurès et les Aurès Nemencha, tout ce qui fait partie de, disons, l'Est. La wilaya 2, le Constantinois, le massif des Dougs, par exemple, et jusqu'à la frontière tunisienne. Et la wilaya 3, avec le Djurdjura et toute la petite et la grande Kabylie. Ça, c'était pas le fait de toutes les autres, de toutes les autres villes d'Algérie. C'était cette particularité. Donc il y avait un bouillonnement à Sétif qui fait que je pense que nous l'avons peut-être vécu un peu différemment que dans les autres villes d'Algérie. Jusqu'au 1er juillet 62. Après, les résultats du référendum ont été donnés le soir même pour toute l'Algérie. 99,72% de la population algérienne avait voté oui. Et le 3 juillet, le général de Gaulle a annoncé l'indépendance de l'Algérie. Mais il a fallu attendre
le 5 juillet 62, c'est-à-dire 132 ans, jour après jour, après le 5 juillet 1830, lorsque le colonisateur français est venu s'établir en Algérie, pour que le gouvernement algérien, le gouvernement provisoire à l'époque, ou Rocher Noir, puisqu'il y a eu une période intermédiaire entre le 19 mars et la proclamation de l'indépendance, il a donc fallu attendre le 5 juillet pour que la proclamation effective de l'Algérie soit faite. Vous dire la joie, vous dire... il n'y a pas, dans mon vocabulaire particulièrement, peut-être que M. Boukhalifa trouvera quelques mots. Moi, dans mon vocabulaire, je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que nous avons ressenti. La joie, les attentes. Tout le monde attendait. On attendait quoi? On attendait l'après. On attendait quoi? On attendait le retour de ceux qui n'étaient pas là. On attendait le retour des détenus. On attendait le retour de ceux qui avaient vécu dans des conditions atroces, dans des camps de regroupement qui étaient en fait des camps de concentration. On attendait le retour des maquisards. Et malheureusement, on attendait aussi les non-retours. Parce que les non-retours, il y en a eu. Mais pour être honnête, le 5 juillet, tout le monde faisait la fête. Tout le monde faisait la fête. On a chanté, on a dansé. Cette toile-là est très expressive. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants, tout le monde était dans la rue, tout le monde arborait le drapeau national, tout le monde chantait, tout le monde criait. Et à Sétif, et les femmes portaient la mleya, ben, il n'y avait plus de mleya. Il n'y avait plus de mleya et il n'y avait plus aucune contrainte. Nos grands-mères sortaient, nos mères sortaient, tout le monde était dans la rue. Et donc, ça a duré pendant plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Sophie, excusez-moi, je vais vous interroger comme les poètes. Est-ce qu'on peut dire que l'indépendance algérienne est une fin heureuse d'une épopée dramatique? Oui, bien sûr. C'est une fin quand même heureuse. On a échappé au pire, mais on a échappé au pire qui a duré 132 ans. C'est ce qui va venir, c'est tout à fait normal que, comme vient de le dire madame, la joie qui a explosé. D'ailleurs, c'est devenu une référence. Chaque fois, dans les années 80, après le match de football, après c'était pratiquement, on disait toujours, c'était comme le 5 juillet. Parce que ceux qui n'ont pas vécu cette journée, effectivement, ils l'ont vu peut-être à la télévision, mais ceux qui l'ont vécu en ont gardé un souvenir ineffaçable. Ineffaçable. Vous imaginez un peu dans une ville comme Alger, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé à Oran parce que c'est une autre histoire, mais dans une ville comme Alger, après combien d'années de couvre-feu, les gens ont passé la nuit dehors. Et la deuxième nuit, et la troisième nuit. C'est vrai, donc c'est un soulagement en tous les cas heureux. Heureux et qui ne s'effacera pas de notre histoire. Ça ne sera pas de notre histoire. Sauf que ça n'a pas été partout comme ça. Un soulagement heureux, Boukhalifa utilise le mot, il ne parle pas d'indépendance, il dit istiqlal, c'est le mot. Et le poids de ce concept, imaginez un pays, oui, une nation, un peuple, tout un peuple, qui a perdu le sens du mot istiqlal, du mot liberté. Et ce jour-là, on prend conscience de ce que ce mot recouvre. Bon, d'abord, au regard de l'histoire, de ce qui a été sacrifié, ce qui a été donné, ce qui a été consenti, ce qui a été pour la liberté, et ensuite, on se retrouve libre. Les gens pouvaient se déplacer, de Constantine à Oran la nuit. La nuit, il a besoin des phares de sa voiture, de l'essence dans sa voiture, il était libre de le faire. Et il n'y avait rien, c'est-à-dire, et ça, plus que cela, rien absolument ne pouvait t'arrêter, sinon un accident, ou un truc comme ça, mais rien. La liberté. Et c'est ça le sens. C'est ça ce qu'on a ressenti. On a pris conscience de ce que c'est. Ce que les autres vivaient, que nous ne vivions pas, qui nous était interdit. Et je crois que c'est ce sentiment, ça a créé un cataclysme d'émotions, un cataclysme à l'intérieur de nous-mêmes qui a fait que nous avons vécu ce que nous avons vécu, ce que Mme Jeffel disait à l'instant, c'est-à-dire l'intensité de ces instants. Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas vécu cela, peuvent imaginer un moment sans liberté. Nous avons vécu 132 ans, privés de cela, privés de tout cela. C'est terrible comme sentiment. Sami Qaidi, 5 juillet, c'est aussi la fête de la jeunesse. Donc l'Algérie dédie cette indépendance également à la jeunesse, non seulement donc à tous les martyrs, à toutes celles et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour qu'elle soit libre, mais aussi elle tient à dédier cette journée importante à la jeunesse.
Oui, je pense que ce n'est pas le produit d'un pur hasard dans la mesure où la plupart de nos glorieux Moujahidines et Chouhada étaient extrêmement jeunes, même parmi le groupe des 6 historiques. Et je pense que la jeunesse, en étant cette catégorie particulière de la population, c'est la ressource humaine la plus importante de la nation. Il est extrêmement intéressant de jumeler ces 2 dates et de dire à notre jeunesse que cette fête extrêmement importante pour l'histoire de la nation est la leur pleinement. Et aujourd'hui, effectivement, il est important de voir que les Algériens, notamment la frange la plus juvénile, est consciente de l'importance de la liberté. Sans liberté, on ne peut pas étudier, sans liberté, on ne peut pas être soi-même, même dans son identité. Et il faut rappeler que l'entreprise coloniale qui a duré 132 ans, cette page noire a été aussi la volonté d'un oppresseur pour exterminer tout un peuple dans son identité, dans son être. Et c'est pour cela qu'on parle également d'ethnocide et d'une volonté en fait d'annihiler tout un peuple. Et les jeunes doivent être assez conscients qu'aujourd'hui, étudier est une chance incommensurable et c'est le fruit direct de notre indépendance. Voyez-vous, il y a un chiffre qui me marque toujours, c'est qu'à l'indépendance, il n'était qu'une poignée à avoir eu la chance d'obtenir leur baccalauréat. Aujourd'hui, l'Algérie qui s'apprête à poursuivre ces étapes historiques a plus de 1,8 million d'étudiants, notamment dans cette période de cette année scolaire de 2024-2025. Donc on voit ce qui a été accompli et la jeunesse doit prendre conscience de ce fait capital, d'autant plus qu'aujourd'hui, ma génération n'a pas eu la chance de vivre la joie du 5 juillet, mais on observe d'autres peuples qui malheureusement aujourd'hui vivent sous le joug colonial. Donc on peut rapidement prendre conscience de l'importance de cette date. Nous allons y revenir, Madame Djeffel Sassi. On dit la jeunesse, c'est la révolution également. Donc c'est pratiquement des synonymes. Jeunesse et révolution sont synonymes. Et est-ce que au lendemain, c'est-à-dire le jour d'après, le 6, vous avez commencé à faire donc ce travail de mémoire qui était nécessaire pour consolider cette indépendance? Faire le travail de mémoire. Pas vous en tant que personne, mais c'est-à-dire les acteurs. D'une façon générale. Honnêtement, je vais vous répondre non. Nous n'avons pas commencé à faire le travail de mémoire parce que nous avions d'autres priorités. Le jour d'après, il fallait reconstruire ce pays qui avait été ravagé par 7 années et demie de guerre et qui avait été laminé au niveau de tout le territoire algérien. Il fallait tout reconstruire. Il y avait à l'époque une dizaine de millions d'habitants, dont 9 millions de colons. Dont 1 million de colons pour 9 millions d'Algériens. Oui. Les colons sont pratiquement tous partis. Il y a eu plus de 800 000 départs et beaucoup d'enseignants sont partis, beaucoup de personnes qui étaient dans l'administration sont parties et il fallait donc bien les remplacer. Les remplacer avec qui et par qui? Vous n'ignorez pas que quand le colonisateur est parti, il a laissé en Algérie 95% d'analphabètes. Et reconstruire un pays avec des gens qui ne sont pas formés, c'est une gageure. Mais le peuple algérien a relevé ce défi. Le premier défi qui nous était posé d'abord, c'était le problème moisson-battage. Il fallait donner à manger à cette population. Les colons étant partis, il fallait bien que quelqu'un prenne la relève. Là, c'était, disons, assez facile.
parce qu'il y avait beaucoup de fellahines qui avaient l'habitude de travailler la terre, puisque c'était tout ce qu'on leur laissait, donc ils ont donc travaillé la terre. C'était le premier défi. Et c'était un défi très important, parce que je veux rappeler, je parlais de Sétif tout à l'heure, et là, je pense que vous m'avez fait venir surtout pour donner un témoignage. Eh bien, je me rappelle, au niveau de la commune de Sétif, il y avait la distribution de farine. Il y avait des sacs de farine estampillés USA. C'est quelque chose que les jeunes de maintenant ne peuvent pas imaginer, mais c'est quelque chose que nous avons vécu. J'aimerais également parler d'un autre défi très important. Le 1er octobre 62, la scolarité. Eh bien, avec les moyens de bord, avec des gens qui avaient un certificat d'études, qui ont été moniteurs, avec des gens qui avaient un BEPC de l'époque, qui ont été instructeurs, avec les très rares, il y avait 500 étudiants à l'époque, on avait très peu de bacheliers, donc avec quelques bacheliers, on a pu quand même relever le défi, et le 1er octobre 62, tous les enfants d'Algérie qui avaient 6 ans se sont retrouvés à l'école. Et ça, c'était très important, parce que beaucoup de maquisards qui ont pris les armes en 54, pardon, en étant analphabètes, ceux-là, pour eux, l'indépendance, c'était d'abord pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Et ça, c'est quelque chose que l'Algérie a pu réaliser dans un laps de temps relativement court. En 1962, tout le monde avait compris l'importance de la révolution algérienne, mais tout le monde également a ignoré l'ampleur des exactions commises par le système colonial. C'est vrai que tout le monde disait que c'était héroïque, donc cette révolution faite par les Algériens, c'est au prix donc de plusieurs milliers de morts. Oui, la réponse est dans la question, hein. Oui. Donc c'est tout à fait normal. Mais effectivement, l'aura de la révolution à travers le monde, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, hein, ou là où il y a eu des révolutions. Mais malgré cela, effectivement, il y a eu un écho extraordinaire. J'ouvre une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé de l'Istiqlal. En fait, il faut rappeler que déjà quelque temps auparavant, il y a des jeunes filles, il y avait des bébés, des filles qui avaient été prénommées Houria. Et ça va se continuer, puis maintenant il n'y en a plus. Bon, peut-être parce que bon, c'est normal. Et on parlait de l'Houria. L'Istiqlal, ça avait un sens plus profond peut-être. Hein? Mais profond et symbolique, à la fois. Voilà, oui. Probablement. Mais moi, ce que je retiens, c'est que il y avait beaucoup de bébés, filles qui naissaient, à qui on donnait le prénom de Houria. Mais c'était quand même avant l'indépendance. Ce qui marquait... J'essaie de me mettre à la place de l'officier d'état civil qui est obligé d'écrire Houria. Hein? Il ne devait pas être très content. Mais enfin, bon. Maintenant, l'aura de l'indépendance a été d'autant plus fort que, comme on le disait peut-être tout à l'heure, beaucoup s'attendaient à l'éclatement de l'Algérie et l'espéraient. La congolisation, ce qu'on avait appelé la congolisation. Eh bien, malgré tous les problèmes, même si aujourd'hui on préfère éviter d'en parler, il n'y a pas eu de congolisation. Et c'est très bien ce que vient de dire Madame, hein. Comment vous appelez, le moisson-battage, hein, la rentrée des classes, ça a été autant de victoires aussi importantes, hein, et parce qu'il y a eu l'indépendance. Tout le monde allait à l'école. Plus tard, il y aura des gestes qu'on va traiter de populistes, hein, comme l'histoire des cireurs,
Mais enfin, en tous les cas, il est inimaginable, 60 ans après, qu'un jeune gosse dans les rues d'Alger se met à genoux et cire les chaussures d'un monsieur qui passe. C'est une image qu'on n'a plus revue et qu'on n'ose même plus imaginer. Il y a un décret qui interdit. Oui. Le décret, on en laisse, hein, les décrets. Mais c'est un des premiers qui avait été fait. ouais. Voilà, c'est pour ça que, hélas, c'est peut-être une période qui n'a pas été, enfin, comme je disais tout à l'heure, le temps de l'histoire n'est peut-être pas arrivé pour cette période. Je ne sais pas, hein, il y a des travaux, oui, comme celui de notre ami Mohamed, d'accord, mais d'autres, hein, il y a d'autres, il n'y a pas que lui, mais il a fait un gros travail là-dessus. Il faut espérer qu'il va y en avoir d'autres. Comme l'appelait de ses voeux notre jeune collègue Melika Rahel, quand elle dit qu'il faudrait commencer à travailler sur l'histoire d'après l'indépendance. Boukhalifa Amazit, également le recouvrement de la souveraineté. Parce que pour rester dans les concepts, le choix du 5 juillet, c'est également un choix qui était symbolique pour justement marquer le recouvrement de cette souveraineté perdue un 5 juillet 1830. C'est-à-dire que, en fait, si on étudie un petit peu ce qui s'est passé entre 54 et 62, ce n'était pas une simple guerre de libération nationale. Ça a commencé comme une guerre, bien entendu, mais ça immédiatement après, cette guerre a créé à l'intérieur, en son sein, une révolution, c'est-à-dire un projet politique, social, cette idée de république démocratique et sociale qui demeure jusqu'à présent, qui était un vieux projet qui date des années 20 et qui se prolonge. Aujourd'hui, on peut tout remettre en cause, sauf le caractère démocratique et social de cette révolution qui a été amenée à partir du Congrès national et des textes même avant les textes. Et vous avez même retrouvé des similitudes dans la proclamation même de l'émir Abdelkader. Ah oui, on retrouve ces principes ancrés. Les premières choses, les premières mesures dans la courte République de l'émir Abdelkader, on retrouve des éléments, les premières décisions qui ont été prises. La baisse des impôts, la suppression d'un certain nombre d'impôts qui étaient terribles, la réorganisation de l'État. Ce n'était plus l'État ottoman, mais il a créé de nouvelles formes d'organisation. Il a créé un État qui était préparé, c'est-à-dire c'est une véritable révolution administrative à partir du moment où le khalifa était lui-même, ensuite, il était appelé à organiser la résistance et organiser l'armée en son sein. Et c'est exact, c'était cet objectif qui a été fixé, qui a été appelé dans l'appel du 1er novembre, c'est-à-dire la restauration de cet État, la restauration de l'État algérien. En 1962, quand Ben Khedda a parlé, il a parlé nous avons à construire un État, c'est-à-dire à restaurer un État, l'État de cet... Et c'est cette révolution qui portait cet État, c'est-à-dire les Moudjahidines, ça, on oublie souvent ça. Il était Djoundi, il s'est battu. C'est ce vieux système, cette doctrine militaire algérienne où c'est le peuple en armes. Il se soulève quand le danger arrive, il fait face au danger, et dès que le danger s'éloignent, ils retournent. Les Moudjahidines, ils sont retournés à leur fonction de djounoud, de paysans, de fellah. Ils se sont remis au travail de la terre. Et c'est ainsi qu'on a eu, et pour revenir à ce que disait Madame Jeffet, c'est une des plus belles récoltes dont le record n'a pas été battu pendant des années, c'était en 1962. Voilà. Merci Boukhalifa. Je vous propose donc une petite pause. On écoute ce chant patriotique, Tawrat al-Ahrar, chanté par Saliha Saghira, Allah yarhamha. Et on revient juste après.
c'était là Saliha Al-Saghira, il y a Tawrat Al-Ahrar. Sami Kaidi, donc on vient d'écouter cette belle chanson, cette chanson patriotique bien chantée par Saliha Al-Saghira, qui traduit un sentiment de tous les Algériens qui ont mené cette lutte de libération nationale. Je dirais que c'est une ode à la liberté, à l'indépendance. Et effectivement, le peuple algérien s'est levé tel un seul homme pour arracher son indépendance après une nuit coloniale qui a dépassé les 132 ans. Et effectivement, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est que peu de peuples ont connu une véritable révolution. Quand on parle de révolution, c'est-à-dire qu'on fait un 180 degrés. Il y a l'Algérie et effectivement, il y a le Vietnam. Et donc, on peut être fier de ce capital-là, un capital qui n'a pas finalement pris fin le 5 juillet 1962, parce que la révolution s'est poursuivie après l'indépendance. En 1966, il y a eu un événement fondamental qui est la nationalisation des mines, puis la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Un peu avant, tout de suite après l'indépendance, il y a le recouvrement de la souveraineté sur la RTA. Nous, qualité de journaliste, c'est un événement qui nous touche particulièrement. Donc effectivement, la liberté a été arrachée de haute lutte par un peuple qui ne s'est jamais soumis. Aujourd'hui, on parle dans l'actualité de l'Iran, de la Perse, mais il faut rappeler que notre pays a également cette histoire. C'est un pays millénaire. La ville de Constantine, antique Cirta, a plusieurs millénaires. Elle était une capitale du royaume de Numidie quand d'autres villes que l'on connaît actuellement n'existaient pas. Donc effectivement, nous sommes issus d'une grande civilisation, et cette grande civilisation et ce grand peuple s'est levé tel un seul homme pour arracher cette liberté, une liberté qui n'a pas de prix, je le rappelle. Aujourd'hui, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des parallèles entre notre histoire et l'actualité présente, car effectivement, l'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Et aujourd'hui, on voit que des peuples souffrent et rêveraient de vivre librement sur ces terres, et quelle souffrance qu'être spolié de sa culture, de sa richesse et de son territoire qui est quand même lié à l'honneur. Madame Jfel Sassi, vous avez écouté avec moi Sami Kaidi à 2 reprises, il a évoqué indépendance arrachée. D'ailleurs, j'ai intitulé l'émission l'indépendance arrachée. Donc, c'est pas une indépendance qu'on nous a confiée sur un plateau d'argent. Tout à fait, tout à fait. Même s'il y a un petit discours qu'on nous ressort de temps en temps pour nous dire que De Gaulle nous a donné l'indépendance. De Gaulle ne nous a absolument pas donné l'indépendance. De Gaulle aimait son pays, et quand il est venu pour faire la guerre à outrance en Algérie. Toutes les plus grandes opérations, que ce soit jumelles, pierres précieuses, toutes les grandes opérations qui ont été mises en place en Algérie pour décimer l'ALN et pour faire plier le peuple algérien ont été faites au moment où il y avait le général de Gaulle. Donc, dire qu'elle a été arrachée, c'est reconnaître une vérité et reconnaître au peuple algérien sa résilience, sa force de caractère et l'amour de son pays et le besoin d'indépendance dont parlait tout à l'heure c'est Boukhalifa. L'Algérie ne s'est jamais arrêtée. De 1830 à 1964, ce sont des torrents de sang qui ont couru dans toute l'Algérie. Des révoltes populaires au massacre du 8 mai 1945 jusqu'à la révolution de 1954. Tous les habitants de l'Algérie à l'époque, les Algériens bien sûr, qui étaient spoliés et qui étaient... il n'y a qu'à parler du code de l'indigénat pour voir comment les Algériens ont été traités. Eh bien, toutes ces souffrances-là, le peuple algérien les a connues. Et puisque c'est un jeune qui a évoqué ce problème-là et qui dit que c'était lié
lier, il aime bien lier. Eh bien, c'est très simple, vous savez. Nous pouvons dire à tous ces jeunes-là de se mettre face à leur écran aujourd'hui et de voir les images de Gaza. Eh bien, les images de Gaza, je peux leur affirmer, et ils trouveront, quelle est la famille qui n'a pas un moudjahid ou un père ou un grand-père ou un frère? Vous savez, tout ce que subissent les enfants, les femmes de Gaza, les enfants algériens, les femmes algériennes les ont subis pendant la Révolution. On a eu le napalm, on a eu les bombes, on a eu toute l'Algérie a été enfermée. Il y a eu Linchal et Maurice, et tout le pays, il y a eu plus de 2500 camps de regroupement. Donc ce que l'on voit actuellement, eh ben, c'est ce que notre population a vécu. Et donc, dire que cette indépendance, cette liberté ont été arrachées, eh bien moi je dirais que c'est très peu. Et là aussi, je voudrais trouver un mot plus fort que arraché. Boukhalifa veut donc voilà. Après, je conçois que le général de Gaulle ait donné l'indépendance. Mais dans ce cas, l'indépendance, c'est l'Algérie. On ne donne pas comme ça un pays comme l'Algérie. Donc le mot, il a donné l'indépendance. Oui, donc, ce n'est qu'un mot. Mais l'Algérie, ce n'est pas un mot. L'Algérie est une réalité. Et on ne donne pas comme ça, cadeau, voilà, parce que les Algériens, ils sont forts, ils sont balèzes, et on leur donne l'Algérie. Non, on ne donne pas l'Algérie. On ne donne pas un pays comme l'Algérie. Donc cette histoire de la donner l'indépendance, c'est du pipeau, ça, c'est n'importe quoi. Justement, est-ce que vous, en tant qu'historien, est-ce que c'est pas une volonté, c'était pas une volonté de parasiter un petit peu déjà l'histoire de l'Algérie en distillant ce type de discours, notamment. Ça dépend par qui. Ah oui. Ça dépend par qui. Ça ne peut pas être le discours des historiens algériens. Oui. Bon. Maintenant, il faut bien comprendre, et vous l'avez soulevé dès le départ, la question. Il y a la proclamation et il y a la réception. C'est-à-dire que, oui, il y a un texte par lequel De Gaulle, c'est pas lui, c'est le président de la République française, donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre, de toute façon, va reconnaître, mais il va reconnaître quoi? Il va transférer la souveraineté française des territoires sur les territoires français, hein, composés de départements de l'Algérie, à l'exécutif provisoire. Pas au GPRA, pas au FLN, à l'exécutif provisoire. Ce même exécutif provisoire qu'il a lui-même mis en place. Et dont la mission devait prendre fin au lendemain du référendum. Ah, bien sûr. Oui. Mais j'ai employé un grand mot, mais enfin, le génie politique, contrairement à tous ceux qui disent que De Gaulle a donné l'indépendance, le génie politique de ceux qui étaient aux affaires politiques du côté algérien, ça ne va pas être de décréter le 3 juillet comme fête nationale, mais 2 jours après, pour des raisons qu'on peut donner, hein, le 5 juillet. Alors, une des raisons, c'est peut-être qu'ils sont rentrés le 5, ils sont sortis le 5. C'est l'une des hypothèses. Mais l'hypothèse la plus importante, parce que précisément c'est pour ne pas dire que c'est De Gaulle qui nous a donné l'indépendance, ça a été de ne pas reconnaître le 3 juillet, contrairement à ce qui s'est passé avant et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. On a pris la date de la déclaration de l'indépendance comme fête nationale. Là encore, c'est oui, je répète le mot de génie politique, ça va être de décaler. Ouais. Non, c'est pas vous qui nous avez donné l'indépendance. Pas vous, non. Nous, on fera ça que le 5. C'est qu'il reconnaissait l'État. Il reconnaissait l'État algérien. Le 3, il a reconnu l'État algérien. Pas l'État algérien. Oui. En fait,
Non, il y a une reconnaissance de l'État. Bon, j'ai la déclaration. En fait, ce qui va se passer, il va y avoir un mot qui va apparaître dans la littérature politique française et historique après. Le mot sécession. C'est-à-dire qu'on va considérer la guerre faite par la France dans ces départements français. Alors, C, ça peut être un C, ça peut être un S. Ouais. Je laisse ça dans les... comme une guerre de sécession. C'est-à-dire que ce sont des départements français qui vont se détacher de la France. Ça aurait pu être la Corse, ça aurait pu être la Bretagne ou l'Alsace. Non, alors, c'est ces départements français qui forment l'Algérie. Et j'ai entendu un historien français de grande valeur, qui va dire, voilà, oui, la guerre d'Algérie fut une guerre de sécession. C'est-à-dire que jusqu'au 3 juillet, il n'y avait pas de nationalité algérienne. Il n'y avait pas on ne reconnaissait toujours pas le mouvement national algérien. On ne reconnaissait pas la lutte du peuple algérien. Et dans la notion de peuple algérien, c'était qui? Eh bien, c'était tous les habitants de l'Algérie. C'était tous les habitants de l'Algérie. Et ça va avoir des conséquences après. Hein. C'était tous les habitants de l'Algérie. Qui va voter? Les Français ne vont pas voter, mais les habitants de l'Algérie, les Français qui sont en France ne votent pas, mais les habitants de l'Algérie vont voter. Et lorsqu'on a les résultats des élections, du scrutin, il va y avoir 2 colonnes sur les votants. Hein? Les inscrits, les votants, il va y avoir 2 colonnes, musulmans, européens. Et ces 2 musulmans européens, c'est des statistiques, des catégories statistiques qui datent des années 20, et même avant d'ailleurs, enfin qu'on va retrouver. Ça veut dire qu'on est encore dans le cadre français. Pour eux. Alors qu'en fait, et merci de le rappeler, depuis le 19 mars, on est rentré quand même dans un autre monde. Même si, à Oran et à Alger, comme vous l'avez dit, il va y avoir des choses terribles, même à Belabès, et même un petit peu à Blida, même un petit peu à Constantine, il va y avoir des choses terribles. C'est pour ça que notre histoire, elle est assez complexe, et quand on ne fait pas attention aux mots qu'on utilise, on arrive à, De Gaulle a donné l'indépendance. Mais quand on voit la réalité des choses, le juridisme n'a rien à voir avec la politique. Et l'histoire va couvrir tout ça. En réalité, Oui, Sam. les propos de De Gaulle reflètent finalement l'amertume du perdant. Car il faut rappeler que les Français ont tout fait pour porter atteinte dans un premier temps à la Révolution, mais pour faire saboter aussi les accords d'Évian, pour faire saboter l'unité territoriale de notre pays, parce que quelques mois avant, les Français voulaient conserver le Sud, et donc une partie qui est vraiment la plus chère à notre cœur. Et effectivement, je pense que tout a été fait, mais ça n'a pas marché. L'armée coloniale, elle a été composée quand même de 500 000 soldats. Quand on envoie 500 000 soldats, c'est pas pour donner, entre guillemets, l'indépendance. Donc effectivement, tout a été fait, et si ce n'est l'unité de corps, la conscientisation aussi du peuple algérien qui a très rapidement compris les enjeux. Donc finalement, moi, je pense que cette histoire de donner, c'est des billevesées, et finalement c'est un peu logique aussi, c'est cette amertume de celui qui a perdu. Aussi, si tu permets. Oui, il faut être. Oui, pardon. C'est parce que la systématisation de votre discours masque un petit peu le phénomène historique. Le phénomène historique, si j'ose dire, si je peux l'appeler comme ça, c'est qu'en fait, cette situation politique en Algérie a amené d'abord la fin de la 4e République, donc à créer une crise politique terrible en France,
C'est à cause de l'Algérie, c'est à cause de ce qui se passait en Algérie. Et ça va donc faire réfléchir tous ceux qui ont les plus gros intérêts qui tiennent les gros intérêts de la France. Pour eux, l'Algérie devient un boulet. Mais qu'on s'entende bien, l'Algérie c'est un boulet, mais pas les Algériens. L'Algérie qui est un boulet, ce sont les colons qui passent leur temps à demander des subventions, qui passent leur temps à... d'accord. Et c'est comme ça que petit à petit, des courants de pensée, pas simplement de gauche, mais même de la droite, mais de la droite un petit peu ouverte, on dit mais enfin on est en train de gaspiller de l'argent. Le petit peuple dit moi j'envoie mon fils, pourquoi faire? Pourquoi il va se faire tuer? Et donc ça va faire bouger la société française. Et De Gaulle, c'est un militaire. Et un militaire, c'est fait pour gagner la guerre. Il était ramené par les ultras aussi. C'est clair, il est là pour faire la guerre. Et donc, pourquoi je parle de systématisation de votre présentation, j'arrête avec ça, en fait, parce que ça masque les contradictions. Il y a la contradiction, comme diraient les marxistes, principale entre les Algériens et les Français, mais peu importe les contradictions au sein des Algériens, on va les régler. Mais les contradictions fondamentales qui vont naître au sein même de l'État français et entre le peuple français et les dirigeants va-t-en-guerre, et ça va donner quelque chose comme l'horreur de l'OAS. Ça va donner quelque chose de l'horreur. Si je peux me permettre. Oui. La question, ce sera mais justement par rapport à ces deux contradictions, donc à ces deux, à cette opposition colonisé, français, algérien, mais au-delà, il y a c'est la lutte qu'a menée le peuple algérien, c'est une lutte également contre un système, le système colonial, le colonialisme. Oui, c'était pas une lutte entre des Français et des Algériens. C'est-à-dire, ça aurait pu être s'ils étaient frontaliers, mais il s'agissait d'une situation historique qui a créé une situation où il y avait un colonisateur et un colonisé. Et cette situation concernait beaucoup, tout un continent, pratiquement tout le continent africain, ça concernait l'Asie, ça concernait l'Amérique latine, en grande partie, le Moyen-Orient. Et jusqu'à aujourd'hui, la Palestine, le Sahara occidental, qui demeure encore Cette situation de colonisé, de colonisateur, a amené aussi une chose, c'est-à-dire que, en fait, De Gaulle, enfin la France, où les tenants de la colonisation se battaient contre l'histoire. Il y avait une tendance qui était mondiale, qui était internationale. Ça s'est passé en Afrique d'une façon... C'est-à-dire qu'en fait, il y avait décolonisation. Il y avait un phénomène de décolonisation par la violence, pour des pays comme le Cameroun, comme l'Algérie, comme le Vietnam. Et il y avait aussi, par d'autres moyens, un système néocolonial qui a créé le Commonwealth, qui a créé la France-Afrique, tout ce qu'on a appelé la France-Afrique, et qui a tendance aujourd'hui, bien entendu à reculer avec la montée des nationalismes, le retour des nationalismes en Afrique, très particulièrement en Afrique. Donc ce qui s'est passé chez nous, le combat, c'est-à-dire cette lutte, ce n'était pas, comme dirait Camus, entre sa maman et la justice, ce n'était plus une question de morale, il s'agissait d'une question historique, c'est-à-dire qu'il y avait le moment était arrivé, comme dit, je le cite très souvent Hamouten, les peuples ont appris le verbe, à conjuguer le verbe se décoloniser, se libérer, et il se trouve que l'écho de ces luttes, des années des années d'après-guerre pour la plupart, l'écho de ces luttes parvient jusqu'à aujourd'hui. On entend, on comprend, on constate, comme si on découvrait cela, que ces situations
dans une zone aussi fragile que le Moyen-Orient, un petit pays, un tout petit pays qui s'appelle la Palestine, il n'y avait rien. L'injustice, une des plus graves injustices, parce que le colonialisme n'a pas encore été reconnu comme crime contre l'humanité, comme l'esclavage, et on en est encore là. Et tant que ça ne se passe pas, regardez ce qui se passe au Sahara occidental. Il y a une situation qui perdure depuis 1975, qui dure depuis 1975 et même avant, et qui est une décolonisation contrariée par le fait de quelqu'un qui vient, qui s'impose exactement comme ici en Palestine. Madame Djfel Sassi, je pense que tout au long des 132 années de colonisation, on dit que les Algériens ont réussi leur résistance grâce à leur histoire. C'est-à-dire à chaque fois, dans les moments de crise, on se réfère à l'histoire, donc aux prouesses réalisées par les aînés, donc à Jugurtha, après à Limir. Je suis tout à fait d'accord. Chaque fois, il nous faut des références. Et les références n'ont jamais manqué dans ce pays. Je n'irai pas plus loin. En restant seulement de 1830 à 1964, il y a eu combien de révoltes? On les appelait à l'époque les révoltes populaires. Combien de révoltes? Dans toute l'Algérie. Dans tout, les Aatcha, les Boubarlar, dans tout le pays. Donc il y avait chaque fois une petite piqûre de rappel. Ça se calmait et ça reprenait dans une autre région. C'est peut-être ce qui a fait que la France a pu rester aussi longtemps dans notre pays. Moi, je pense qu'il y a eu un point de rupture au niveau du 8 mai 45. Ce que la France appelait les événements, qui se sont révélés être des massacres. Et pas seulement le 8 mai, ça a duré pendant 2 et 3 mois. Là, je pense que ça a été le point de rupture. Les nationalistes, les gens qui étaient dans les partis, parce qu'il y avait des partis à l'époque, on ne va pas refaire leur histoire ici, mais un groupe, et c'est toujours un groupe de jeunes, a dit c'est bon. Ça suffit, les problèmes d'assimilation, de tout ce que vous voulez, c'est terminé. À cette palabre, on passe à là. C'est comme ça, c'est après ces massacres du 8 mai 45, après la création de l'OS, le CRUA, qu'il y a eu la naissance de novembre 54. Donc, l'histoire de l'Algérie était suffisamment riche en résistance pour que chaque fois l'on puisse rebondir. Pourquoi ce que la France a appelé les événements de novembre ont réussi là où les autres ont échoué? Parce que, pour la première fois, il faut le dire, c'est tout le peuple, c'est toutes les régions d'Algérie qui se sont soulevées. Ce n'était pas une seule région, toute l'Algérie était concernée. Et là, on revient au problème de l'unité. Tant qu'il n'y a pas d'unité, on peut très difficilement progresser. Et c'est l'union du peuple algérien qui a fait, indépendamment de tout ce qu'il y a eu des problèmes. On ne veut pas cacher que notre révolution c'était une très belle révolution, mais il y a eu des petits problèmes à droite, à gauche, mais vous avez parlé de génie. Eh bien, je pense que les dirigeants algériens avaient du génie, parce qu'ils ont su chaque fois rebondir et faire taire tout ce qui pouvait nuire à l'unité du pays qui était indispensable pour arriver à l'indépendance. Et c'est à ce moment-là que les populations, je parle des populations civiles, se sont senties peut-être plus concernées qu'auparavant. C'est ainsi qu'après l'arrivée de De Gaulle, après toutes les opérations militaires,
c'est à ce moment-là qu'on a eu les manifestations de décembre. Et les manifestations de décembre ont été faites par les populations civiles. Qu'elles aient été poussées, comme on dit, par la LN ou non, ce sont les populations qui se sont levées. Pas seulement. Ça a commencé à Témouchent, dans l'Oranie, à Alger. Il y avait eu d'abord beaucoup de manifestations à droite et gauche, à la suite de la venue du général de Gaulle. Mais les manifestations de décembre ont porté un grand coup à la colonisation. Ça ne s'est pas arrêté là, parce que chaque fois, c'était comme un jeu d'échecs. À chaque fois que De Gaulle proposait quelque chose, il y avait une réponse. Non, on veut négocier pas seulement avec le FLN, avec le MNA. Non, il n'y a que le FLN, le seul représentant de l'Algérie, c'est le FLN. On vous laisse l'Algérie, mais pas le Sahara. Après le Sahara, il y a eu les manifestations de Ouargla en 62 qui ont été précédées par les manifestations du 17 octobre 61 à Paris et dans presque toutes les grandes villes de France. Et là, pour la première fois, le colonisateur portait le combat dans le pays le colonisé portait le combat dans le pays du colonisateur. Toutes ces choses-là ont fait que, comme vous disiez tout à l'heure, on ne nous a rien donné. C'est le peuple, grâce à sa résistance, grâce à son amour pour son pays, qui a pu réaliser cette indépendance que nous fêtons actuellement. Avant de poursuivre le débat avec Fouad Soufi, je vous propose une pause, le temps d'écouter une chanson. Ya Mohamed Mbrouk Alik, El Jazair Rja'at Lik, du grand Abdelrahman Aziz. محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك 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 اللي عليا راني خدمت وباقي تعمل اللي عليك اللي عليا راني خدمت وباقي تعمل اللي عليك وياك جاب ليك الحرية وياك جاب ليك الحرية مشاهد واهداها لي. Fouad Soufi, Abdelrahman Aziz était assistant donc, de France Fanon pendant une année et demie, paraît-il, donc à l'hôpital de Blida. Alors, je vous dis, cette chanson a sa propre histoire. Hein. Ah oui. Alors, l'histoire telle que, disons, je l'ai vécue, mais après j'ai demandé autour de moi, parce que tout simplement, j'avais jamais entendu la chanson de l'Anqa. Je ne savais même pas que l'Anqa existait. Je me suis dit peut-être que je suis le seul. J'ai demandé autour de moi, non, nous, notre chanson, celle de l'indépendance, c'est celle-ci. C'est celle de Abdelrahman Aziz. C'est ça la chanson. Ya Mohamed Mbrouk Alik, Jazair, Rajat Lik. Pas Alhamdulillah, ma prache, Istiqlal fi bladna. Istamar fi bladna. Et oui, ça veut dire que le Chabi, évidemment, on aura mis le Chabi à part Bouajaj à Moustaganem. Non, ça passait pas beaucoup. Hein? C'était pas. Mais les informations historiques que nous donnent, j'ajoute une date. Oui. Pour bien comprendre cette histoire du Sahara. Oui. C'est celle du 5 juillet 1961. 61. La grande grève contre la partition. Exactement. Oui. Et ça va. Alors si il y avait une gifle pendant les manifestations de décembre, ça c'est le retour d'une deuxième gifle, hein, parce qu'en plus c'est le GPRA qui l'a. Alors autant les manifestations de décembre vont être prises en charge, mais probablement pas initiées par les cellules du FLN.
qui vont les prendre en charge, mais pas au départ. Ils vont très vite, que ce soit Témouchent à Oran ou bien Alger, très vite, les cellules dormantes du FLN vont réagir. Encore qu'à Alger, ça va être plutôt les éléments de la Wilaya 4 qui vont pénétrer. Mais là, la grève du 5 juillet 1961, c'est une grève à l'appel du GPRA et qui va être suivie. Alors, quand on lit la presse de l'époque, oui, c'est dans les petites villes, il ne s'est rien passé à Oran, il ne s'est rien passé à Alger, c'est plutôt dans les petits centres. Mais alors, les petits centres n'ont pas le droit à la parole? Oui, comme disait un journaliste américain, en 1968, en pleine guerre du Vietnam, il avait dit ce qui se passe actuellement au Vietnam, c'est ce qui se passait en Algérie pour vous, les Français. Il disait ça sur une chaîne française. Il leur a dit, vous savez, pendant la guerre en Algérie, un pétard qui explose à Alger fait plus de bruit qu'une bombe qui explose à Oran. Donc, ils étaient contents, il ne s'est rien passé le 5 juillet 61, ce qui est faux, hein, à Alger. Ils pouvaient s'en satisfaire. Mais c'est ça qui va être le point d'orgue, hein, de la bataille pour le maintien de du Sahara. Enfin, de ce qu'on appelle les deux préfectures. Mais ces deux préfectures, quel était leur destin? C'est pas de rester des départements français, c'est de rentrer dans un autre cadre qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, l'OCRS, l'organisme des régions communes, des régions sahariennes. Et c'est quoi? Ben, c'est les deux départements algériens, c'est le Mali, le nord surtout du Mali, c'est le Niger et c'est le Tchad. La mer intérieure. Pardon? Ce qu'ils appelaient la mer intérieure. La mer intérieure. Eh bien, si ça va échouer, c'est parce que le GPRA et le FLN vont être stricts et fermes, mais aussi les Nigériens ne vont pas se laisser faire, ils ne veulent pas disparaître, hein, les Maliens et les Tchadiens. Il va y avoir une sorte d'union, hein, de tous ces pays. D'où Moussa Traoré. Le rôle qu'a joué Moussa Traoré. C'était un frère pour Ben Bella et pour tous les autres. Il faisait rien. Modibo Keïta. Modibo Keïta également. Qu'est-ce que j'ai dit? Moussa Traoré, c'est non. Il veut dire Modibo Keïta. Modibo Keïta, pardon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est Moussa Traoré qui est sorti de ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Non, Modibo Keïta. Oui. Pardon? Moussa Traoré c'est après. Il est venu après, Non, c'est Modibo Keïta. C'est lui qui a été ferme aussi ferme que le GPRA. Il y a eu cette alliance de fait contre l'OCRS qui va être dissoute d'ailleurs. C'est devenu ensuite l'OS. Ensuite, c'est devenu l'OS, Organisme saharien. Et ensuite, ça a été dissous en 1963. D'ailleurs, Modibo Keïta avait cette phrase par rapport à l'Algérie. La majorité des pays africains ont surfé sur la guerre de libération algérienne, la révolution algérienne, pour parvenir à leur fin. C'est-à-dire que les mouvements se sont radicalisés avec le déclenchement de la guerre de libération nationale. Les mouvements nationalistes et indépendantistes se sont radicalisés dès le déclenchement de l'intérêt que portait la France à l'Algérie, l'importance. On comparait l'Algérie pour la France à l'Inde pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne. C'était un petit peu son âme, c'était le fleuron, c'était la grande réussite française. Et puis le prolongement de la France dans leur esprit, c'est-à-dire que les départements français à dos sont
Dans leur esprit, c'est ça l'Algérie française, alors que l'Algérie n'a jamais été française. On dit, Elle a été avait française. dit que les Algériens ont lutté non seulement pour la libération de l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. Et on se positionnait contre la France en prenant position pour l'Algérie, pour la lutte du peuple algérien. Et des grands leaders, que ce soit Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, en Guinée-Conakry, Mamadou Dia, bien sûr, tous ces grands personnages nationalistes africains ont suivi de très près la guerre de libération nationale. Et les pays voisins, très particulièrement le Mali, le Niger, ont tiré énormément profit, ont surfé sur la lutte des Algériens. Je veux juste revenir sur un tout petit détail, revenir sur le 5 juillet 60. Le 5 juillet a toujours été commémoré. Depuis le début de la guerre, il a été commémoré comme une journée de deuil, pour le rappel du machin la prise d'Alger. Alors certains disaient le 5 juillet était un traumatisme pour toutes oui, donc, tous les mais Algériens. c'était donc célébré chaque année, et là, pour la première fois, à l'appel du GPA, ça a été célébré dans des manifestations et des trucs. Il y a eu beaucoup de morts aussi en 1960. C'était très 61, pardon. 61. Pardon. Ça a été un moment, c'est-à-dire c'est la réponse populaire exactement comme le 11 décembre 60, comme le 17 octobre, c'est la réponse, c'est-à-dire où le peuple devient acteur principal sur la scène politique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de retour en arrière, il ne peut plus y avoir de machin. Quand on voit le score du référendum, 99%, pourtant ça a été organisé par les Français eux-mêmes, ce truc. C'est 99%. Alors donc, quand on dit qu'il y avait, oui, la guerre civile, qu'il y avait des Algériens qui étaient contre, bon, il y avait 500 000 Algériens, et encore, c'était les abstentionnistes qui n'ont pas été comptés. Sami Khedi, donc on parle de l'aura de la révolution algérienne, et voilà, une aura qui dépasse le continent africain. Bien entendu. Tout d'abord, même si on reste tout d'abord au niveau du continent africain, il faut rappeler que l'Algérie a inspiré de nombreux mouvements de décolonisation, et l'Algérie a soutenu également de nombreux mouvements de décolonisation, 14 en Afrique. L'Algérie a également été une inspiration pour d'autres peuples. Très rapidement après l'indépendance, il y a le film de Pontecorvio, La bataille d'Alger, qui symbolise un peu aussi cet attrait pour la révolution algérienne. Et il faut rappeler qu'Alger, dans les années 60, était la Mecque des révolutionnaires. Oui. Et moi, ce qui résonne un peu dans mon esprit, c'est les propos d'Amilcar Cabral. C'est lui qui est en fait à l'origine de cette expression. Et effectivement, les révolutionnaires de plusieurs pays, en Europe de l'Est, mais également en Asie, en Afrique et en Europe aussi, parce que si on se rappelle de la révolution des œillets, l'Algérie a apporté son concours, son soutien, et a été un lieu de refuge pour l'ensemble des révolutionnaires, notamment, et là c'est important, même ceux qui venaient des États-Unis, comme les Black Panthers, etc., ont élu domicile en Algérie. L'Algérie est également le pays qui a vengé le lâche assassinat de Patrice Lumumba. Et aujourd'hui, cette Algérie de 2025 porte encore dans ses rues cette histoire. Il y a les rues Patrice Lumumba, il y a Ernesto Che Guevara également, donc pour le continent sud-américain, enfin américain, mais l'Amérique du Sud particulièrement, ça a résonné, et l'exemple algérien a servi, et c'est l'universalité finalement de la révolution algérienne qui résonne, car les peuples sont
particulièrement travaillé lorsqu'ils voient qu'un peuple se lève pour sa souveraineté, pour son indépendance, pour sa liberté. Et finalement, il y a ces échos respectifs. Bon, la révolution, je pense, je parle aussi sous votre contrôle, les Algériens ont été aussi inspirés par l'Indochine et par le mouvement libérateur de ce peuple. Et donc, il y a un peu un continuum qui s'est poursuivi. La réussite de cette révolution, Madame Djeffel, réside dans la force du FLN, qui a prôné l'unité des rangs dès le début. Et sur ce plan, il a été pratiquement infaillible. Oui, oui, au cours de toutes les négociations qui ont eu lieu avant qu'il y ait les accords d'Évian, le FLN a toujours gardé la même ligne. Et le pays, les frontières du pays intouchables, l'unité du peuple, non négociable. Donc, quand on a face à soi quelqu'un qui ne change pas, et on aurait pu le faire parce que les différents les hommes politiques qui se sont déjà succédés au niveau de la quatrième République, tous les 15 jours on avait un nouveau gouvernement. Tout ça c'était les effets de ce qui se passait en Algérie. Et donc le FLN a été constant. Et il a su faire en sorte de rester l'interlocuteur principal. On a les débuts, maintenant l'histoire, tout le monde en parle, tout le monde sait que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais les choses ont fait qu'il y a eu cette décantation et le mouvement qui avait initié la lutte armée a su faire en sorte de garder l'unité des rangs. C'est pour ça que je parle toujours d'unité, parce qu'un peuple uni, c'est un peuple qui peut vaincre tous les aléas de l'histoire. Et Dieu sait que la révolution algérienne a connu des fortunes diverses, mais elle a su tout de même rester fidèle à sa ligne. Il y avait un cap. Ce cap, c'était l'indépendance. Et ce cap-là, alhamdoulilah, a été atteint. Justement, l'indépendance que Ward el-Jazairi a qualifiée de Eid el-Karama. Donc, oui. Je vous laisse apprécier cette chanson et on revient juste après. Eid el-Karama wal-fidaya Eid el-Karama wal-fidaya هلت على وطني بفجر جديد عيد الكرامة والفدايا عيد هلت على وطني بفجر جديد يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا واحكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا عيد الكرامة والفدايا عيد هلت على وطني بفجر جديد عيد الكرامة والفدايا عيد هلت على وطني بفجر جديد يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا واحكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا وسمع للدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد سمع للدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد قصة كفاح أمة قصة كفاح أمة وشعب مجيد شعب مجيد
C'était là donc Ward al-Jazairi Aïd al-Karama. Fouad Soufi, donc 1962, l'Algérie recouvre sa souveraineté et elle a capitalisé également par là même donc un cheminement historique de plus de 2000 ans. C'est-à-dire toute l'entreprise colonialiste qui consistait à dénaturer, à falsifier l'histoire des Algériens, est-ce que n'a pas fonctionné en fin de compte? C'est-à-dire il faut comprendre que ceux qui vont prendre les rênes du pouvoir hein, n'ont pas d'expérience dans la grande administration. Je m'explique. Ils vont se retrouver devant des responsabilités. Hein, je crois qu'ils n'y étaient pas préparés. Mais c'est logique. C'est logique. On ne gère pas un État comme on gère un mouvement national. Oui. Comme on gère un mouvement de libération. Oui. Un mouvement de libération. Et là encore, je ne sais pas pourquoi le mot de génie passe son temps à revenir. Ils vont faire la révolution, mais à leur manière. C'est-à-dire, il faut que tout bouge, que tout change plutôt, sans que rien ne bouge. Et on ne peut pas changer l'école du jour au lendemain. L'administration va reprendre son travail et celui qui était petit agent de bureau, il va prendre un petit peu de grade. Celui qui était petit chef de bureau, il va monter, etc. Bon, il faut reconnaître aussi qu'il y avait eu dans l'administration des Français sont restés. Des Français sont restés, soit comme conseillers, soit comme chefs, enfin peu importe. Parce qu'il fallait gérer 15 départements. Il fallait gérer 15 départements, sans compter l'administration centrale. Eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait du jour au lendemain. Ouais. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce qu'un seul Algérien puisse se plaindre de ne pas avoir un des droits garantis, la carte d'identité? Est-ce que quelqu'un a pu se plaindre à cette époque, que ce soit en été ou après? Non. Non. Donc ça ne vient pas tout seul, ça vient du fait que, oui, politiquement, il y a pu y avoir des problèmes, oui d'accord, mais il faut gérer aussi les affaires de la population. Et ces affaires de la population, je ne sais pas si je suis dans la continuité de votre question, mais enfin, il y a eu tout de suite des délégations de sous-préfets, des délégations de préfets, qui étaient des cadres. J'ai dit comment on a préservé l'enracinement historique des Algériens malgré les tentatives de falsification. Malgré les ça c'est un autre problème qui va surgir petit à petit. Petit à petit. C'est un autre problème qui va surgir petit à petit, et notamment plutôt déjà en 1963. Oui. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un gouvernement. Oui. Donc septembre 63, il y a un gouvernement. Bon. Et comme dans tous les pays, les deux, je pense que je peux aller jusque-là, les deux institutions qu'il va falloir mettre en place, en dehors de la bureaucratie qui existait, qui a continué, hein, c'est l'armée. Oui. Mais cette fois-ci, ça va être une armée nationale. Oui. Je ne parle pas du nom, hein. Pas de armée de libération devenue armée nationale, non. C'est une armée nationale au même titre de ce qui se passait dans les pays européens quand ils sont en train de créer leur propre nation. Oui. Et puis alors, il y a le débat idéologique, c'est tout simplement l'histoire. L'histoire. C'est l'histoire. On a l'impression, et je l'ai eu pendant longtemps, que l'histoire était reléguée au... Non. Parce qu'on va avoir une histoire immédiate, c'est celle des Moujahid, des Chouhada, oui, qu'il ne fallait pas oublier. Oui. Mais c'est de l'histoire. L'histoire contemporaine, oui. Il fallait rappeler qui était qui.
qui est mort où, comment, pourquoi. Il ne s'agissait pas simplement de dire voilà, je vais accrocher une petite médaille à la famille d'un shahid. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était participer plutôt de la construction de cet État nouveau, qui va s'appuyer sur l'État ancien, colonial, ça, il ne faut pas se faire d'illusions, mais dans un autre objectif, satisfaire les besoins de la population. Et ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile. Ça ne va vraiment pas être facile. Et donc, pour unir, plutôt pour maintenir l'union, eh bien, ça va être l'histoire. Et là, ben, c'est ce qui s'est passé en Allemagne au XIXe siècle, c'est ce qui s'est passé dans la construction de l'Italie au XIXe siècle, c'est ce qui va se passer même en France. En France aussi, on va passer d'une armée de soudards, hein, parce que n'importe qui pouvait rentrer dans l'armée, tout, à une armée nationale. Bien, on va faire non pas la même chose, on va faire l'économie de l'armée de soudards, parce que ce qui va venir à dans la création de notre armée nationale, c'est précisément l'armée de libération nationale. Et le service militaire n'est pas loin. Le service militaire n'est pas loin, 6 ans après. 6 ans, oui. 6 ans après l'indépendance. Et là encore, ça va renforcer l'union nationale, l'unité nationale. Je ne sais pas si je réponds à votre... Je crois que je peux abonder dans le sens de Fouad, c'est... La France avait ses grands corps de l'État, la fonction publique. Nous n'avons pas rejeté effectivement ces structures. Les grandes entreprises, le chemin de fer, la distribution de l'électricité, du gaz, de l'eau, etc. C'était de grosses administrations et nous avons gardé exactement. Il y avait quelques cadres qui étaient restés dans la fonction publique, qui étaient restés dans les entreprises, mais il y a eu le fait de n'avoir pas rejeté immédiatement, d'avoir réformé petit à petit, etc., pour adapter ça aux besoins du pays et de la société. Nationaliser, bon, ça c'est autre chose. Ça, ce sont les grands corps d'État économique, etc., de souveraineté, tout ça. Mais je pense au fonctionnement de l'État. Et l'intelligence a été justement de ne pas créer, de ne pas chambouler tout cela pour dire que nous avons changé les choses. Donc, ces grands corps de l'État sont restés, ont fonctionné. Il y en a qui fonctionnent jusqu'à présent, c'est-à-dire avec l'école d'administration a été très rapidement mise en place, des écoles administratives aussi qui ont été mises. La création des délégations spéciales avant les APC, etc. Donc tous ces corps qui ont fait fonctionner l'État avec très peu de cadres, vraiment très très peu de cadres. Et je pense surtout à un chapitre qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Lefebvre, c'est-à-dire l'éducation nationale. Mais parce qu'il n'y avait rien. La France nous avait sanctionnés en dehors de quelques coopérants techniques ou des volontaires qui venaient en Algérie pour enseigner dans les universités, et pour la enseigner santé, dans les lycées, également. etc. La santé a été prise en charge dès le départ avec des grands professeurs. Je pense au professeur Chollet, je pense au professeur Grangot, je pense à ces gens qui ont immédiatement pris à bras le corps les grands dossiers médicaux, les grandes maladies, etc., la tuberculose, la poliomyélite, etc. Tout cela a fonctionné à l'économie de personnel parce qu'il n'y en avait pas, de médecins, etc. Mais aujourd'hui, bon, je crois que les résultats sont très intéressants. Quand je pense à un acquis comme la médecine gratuite, je crois que c'est un des plus grands acquis que l'Algérie a pu avoir. Sami Kaidi, puis on laisse le mot de la fin à Madame. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a eu une position qui est assez formidable, parce qu'en même temps que le changement sur le plan administratif s'est fait progressivement, il y avait une ligne rouge qui était la souveraineté, et ça c'était, comment dirais-je, c'était non négociable. Et l'acte fort et fondateur, c'est, je pense, 63 et 64, avec la sortie de la zone franc CFA et la création du dinar algérien, qui est l'instrument de souveraineté par excellence aussi.
Le mot de la fin vous revient, donc, Madame Saliha Felsassi. Eh bien, merci. J'ai débuté, je vais terminer. Évidemment. Eh bien, je pense que tous ensemble, on a revécu ce 5 juillet. On l'a revécu par la pensée. On l'a revécu dans nos différentes perceptions. Et je pense que le peuple algérien a donné une leçon d'histoire. Même si on a voulu le priver de cette histoire, il a donné une histoire à l'humanité. Parce que tout le monde le sait, après il y a la révolution du siècle dernier, la révolution vietnamienne et la révolution algérienne ont été des révolutions réussies, puisque toutes les deux ont pu donner naissance à des peuples qui ont su relever les défis. Et je voudrais terminer par une petite anecdote. On revient à l'éducation. J'ai eu la chance et le privilège d'enseigner dès 62. C'était pas mon choix, mais il fallait le faire, je l'ai fait. Et une petite fille de 6 ans m'avait demandé, parce qu'on a enseigné pratiquement uniquement en français, en 63. Et même au niveau des lycées, il a fallu attendre 73 pour introduire certaines matières en langue arabe. Elle m'a dit, maîtresse, avant on n'était rien et maintenant on est tout. Je lui ai dit oui. Eh bien, c'est ça. C'est ça l'indépendance. Avant on n'était rien, maintenant on est tout. Ou Inch'Allah, les jeunes diront le surtout. Je tiens à vous remercier vivement, Madame Saliha Felsassi. Je rappelle que vous êtes Moudjahida. Je tiens à remercier également vivement Fouad Soufi, historien et archiviste. Je remercie également Boukhalifa Amazit, journaliste, scénariste et chercheur en histoire. Et je remercie enfin Sami Kaidi, journaliste et chroniqueur dans plusieurs médias nationaux. Merci à vous et Tahia al-Jazair. Et je tiens à remercier enfin les responsables du musée central de l'armée et toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt. على وطني بفجر جديد.